appuyez. C'est parti déjà. C'est parti, ça tourne, super. On y va, je couperai le début là, parce qu'il faut toujours un petit temps pour chauffer. C'est comme les moteurs diesel, vous savez, il y a un préchauffage comme ça. Restez libre, restez libre. Nous, on se considère tous libres de nos choix. On sait qu'on est forcément un peu influencé, on se doute qu'il y a un déterminisme de l'éducation, de la génétique, de l'école où on sera, du voisinage, de la ville, de la culture du pays où on vit. On se doute, d'accord? On le coche ça dans le QCM, oui, mais au fond de nous, on pense être beaucoup plus libre qu'on ne l'est. Oui. Et on va essayer de réaliser un petit peu qu'en vérité, il y a un très très fort déterminisme qu'on sous-estime et qu'il faut parfois essayer de casser justement pour retrouver sa liberté. Ça veut dire que si on peut dire, si on voulait se comparer à un petit chat, qui c'est qui a vu le teaser, ouais, ou un oiseau, il n'y avait pas sur les vidéos, il faut essayer de casser les barreaux, d'essayer d'ouvrir comme ça, pour être plus libre, pour pouvoir faire vraiment ses choix, être vraiment soi-même, d'accord? Pourquoi on parle de ça en Elul, évidemment, avant Rosh Hashanah, Yom Kippour et Tishri? Parce que c'est le but de la Torah. Le but de la Torah, c'est de nous libérer au maximum, d'être vraiment nous-mêmes, d'essayer de nous libérer de ce qu'on appelle le fameux Yetzer Hara. Ça veut dire, on va justement en parler, donc ces tentations qui sont des choses que souvent on regrette, qu'on ne voudrait pas vraiment, qui sont malgré nous, ouais, où on se sent prisonnier de ça, et que c'est comme ça, c'est lui qui conduit des fois, d'accord? Quand vous voyez une voiture qui passe, là, il n'y a personne au volant, ben c'est ça, c'est Yetzer Hara. C'est lui qui conduit, et nous, on est passagers. Et nous, on voudrait reprendre le contrôle et reprendre le volant. Alors justement, on va démarrer avec une citation du Harizal. Vous connaissez tous le Harizal, je pense, dans son Sefer, qui dit « Er shayar chet beneshama akdosha ». Comment c'est possible qu'un individu, avec la neshama, l'âme kadosh qu'il a, comment c'est possible qu'il faute? Comment c'est possible qu'un homme désobéisse, entre guillemets, ne fasse pas la volonté d'Hachem, fasse des choses, on va dire, tordues par rapport à la Torah, donc tordues par rapport au Emet, à la vérité? Comment c'est possible alors qu'on a une neshama qui est une partie divine en nous? Et ça, c'est une question qu'il pose. Bon, on va se dire, le Harizal, évidemment, il était à un tel niveau, il est comparé à Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a expliqué tout le Zohar, toute la Kabbale, c'est une neshama spéciale. Nous, franchement, on n'a pas de problème. Hein. Je veux dire, on sait comment faire des bêtises. On n'a pas, voilà. Alors, le Siftei Chaim, ici, il dit que, en fait, lui, il pose cette question que nous n'avons pas, parce que nous, on sous-estime la grandeur de cette neshama qui est en nous. On sous-estime ce power, cette puissance de l'âme qui est en nous. Et en vérité, pourquoi on arrive à faire des boulettes, pas pour le couscous, hein, mais pourquoi on arrive à faire des bêtises, c'est à cause du fait qu'on sous-estime la grandeur de cette neshama et qu'on se laisse influencer et qu'on se laisse embarquer dans des tripes et des ambiances qui ne sont pas en fait ce que nous on voudrait au fond de nous. Pour donner un petit peu la puissance de ce que c'est une neshama, il donne une image. C'est l'image de la bougie dans l'obscurité totale. Une petite bougie dans une obscurité totale, le rocher, elle a une puissance d'éclairage phénoménale alors que c'est qu'une petite bougie. Oui. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la lumière, qu'est-ce qui donne à la lumière cette puissance par rapport à l'obscurité? Si je rentre dans une pièce, là, imaginez, on fait le noir total. Donc il y a beaucoup de noir, il y a beaucoup de rocher, il y a beaucoup d'obscurité. Et la petite bougie, elle est comme ça, elle est toute pitioute, là, oui. Comment? Il n'y a pas concurrence. Si je prenais, par exemple, au niveau volume, au niveau poids, dans d'autres domaines, il n'y aura jamais concurrence entre, je ne sais pas combien de mètres cubes ça fait ça, par rapport au millimètre cube de la flamme d'une bougie. Alors comment ça se fait? C'est simplement parce que le rocher, l'obscurité, en vérité, c'est simplement l'absence de lumière. Mais c'est rien. En fait, c'est du vide. C'est du vide. Oui. Alors, c'est quoi l'image? C'est que nous aussi, notre neshama, elle est divine. Elle est en nous. Et tout ce qui va nous détourner de la volonté divine, en fait, c'est du vide. C'est du rocher. C'est de l'obscurité. C'est de l'absence de lumière. C'est l'absence de la divinité. C'est tout. Mais en vérité, il n'y a pas de réalité. C'est que, en hébreu, c'est que ce qu'on appelle du sheker, ça veut dire du mensonge, c'est que du dimayon, de l'imaginaire, c'est que de l'illusoire, c'est que de la poudre aux yeux. Comme ça, Ravi Louison, il me disait toujours, c'est de la poudre aux yeux.
On dit ça aussi chez les chasseurs, le miroir aux alouettes. C'est ce que c'est un miroir aux alouettes? Je ne sais pas comment ça marche, mais c'est un miroir ça fait des scintillations et ça attire les alouettes, les oiseaux, et après les chasseurs ils tirent dessus. Mais en vérité, il n'y a rien. C'est-à-dire quand l'oiseau il vient sur un scintillement, mais il n'y a rien. D'accord? C'est illusoire. Voilà. Voilà, donc ça c'était un petit peu l'introduction. Donc nous, qu'est-ce qui nous fait sous-estimer la puissance, la grandeur de cette Neshama et tomber dans ce piège-là? Eh ben, c'est tout le conditionnement que l'on a plus ou moins subi depuis la naissance. Donc ça va être déjà le conditionnement de notre vie d'avant, on ne va pas rentrer là-dedans, les Gilgulim d'avant. Ensuite, le conditionnement de la famille où on va naître, de la ville où on va naître, du pays où on va naître, etc. De l'école où on sera, des voisins, des cousins, des fréquentations, etc. Alors il y a des choses qu'on pourra choisir. On pourra choisir ses amis, et vous avez choisi les bons amis ici, voilà. Donc on peut choisir ses amis, mais la famille, comme on dit, on ne la choisit pas, ouais. Les voisins, on les choisit des fois on ne les voit pas. Des fois, il ne faut pas éviter à déménager quand c'est pas le... Mais des fois, oui, des fois on peut se dire, allez, c'est pas le bon endroit, je change, oui. Ça va être très important l'endroit où on habite. Le pays aussi, des fois aussi on peut changer, mais bon, il y a des choses plus faciles à contrôler que d'autres, ok. Maintenant, comment ça fonctionne, ce conditionnement, comment il fonctionne? Alors, on a dans la Gemara, dans le Talmud, on a deux axiomes. Deux axiomes, on va les dire en hébreu, on va les traduire et on va y réfléchir. Le premier axiome, c'est quoi? C'est marqué comme ça, c'est dans Pirkei Avot. Un axiome, un concept, un concept. Professeur des écoles, définition d'un axiome. Moi, j'aurais dit que c'est plutôt une théorie, un concept, voilà. En mathématiques, un axiome, c'est une formule qui sert à faire des trucs. Oui. Alors, pas mal? Non. Qui est mathématicien un peu? Vas-y, définition d'axiome. Enfin, moi, je vais donner mon avis. Vas-y, mets-toi la caméra. C'est Benjamin. Voilà. Ok, donc pour moi, un axiome, c'est un précepte, je dirais pas un concept, mais quelque chose qui est établi et qu'on ne peut pas modifier. Par exemple, on va dire que 2 plus 2, ça fait 4. Ça, c'est un axiome. On ne peut pas le modifier. Par exemple, si on modifie les axiomes, on pourra dire que 2 plus 2, ça fait 8. À ce moment-là, on a modifié un axiome. On est perdu, là. Ouais. Enfin, voilà, pour moi, c'est ça. C'est des règles qui sont établies. Nickel. C'est clair? Ok. Premier axiome, donc, c'est dans Pirkei Avot. Mitzvah, goreret mitzvah, avera, goreret avera. Quand je fais une mitzvah, donc je fais un commandement divin, je fais quelque chose de bien, on va dire, de façon générale. Je fais du bon, je fais du tov, je fais du vrai, je fais du good, oui. Eh bien, ça va entraîner, ça va m'aider à refaire encore du bien. Ça va me pousser ça va me motiver, ça va m'énergiser, ça va me faciliter de faire encore du bien. D'accord? Le même ou encore mieux. Facile. Et évidemment, il y a le contraire. Ve'are avera, goreret avera. Et une boulette, moi je dis une boulette comme ça pour dédramatiser, et une bêtise, elle entraîne des bêtises. Oui, c'est ce qu'ils ont appelé qui vole un œuf, vole un bœuf. Oui, c'est une reprise en mix, dans le studio, en mix. Voilà. Donc, avera, goreret, avera. Alors on va expliquer comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne? Ça c'est le premier axiome. Je vais dire les deux axiomes, comme ça après on va travailler, on va réfléchir. Deuxième axiome, c'est Ravuna. Ravuna, c'est un Amora, à l'époque de la Gemara, qui dit comme ça. Il dit « Kivan she'avar adam avera veshana ba utralo ». Quand un homme il fait une avera, over, ça veut dire transgresser, passer, donc il passe outre. Quand quelqu'un passe outre, à quoi? À sa conscience, à ce qui est juste, à ce qui est vrai, à ce qui est constructif, à ce qu'Hachem attend, d'accord? Tout ça c'est synonyme. Eh bien, lorsque quelqu'un passe outre, oui, alors veshana ba, et il repasse outre. Il repasse outre. Bon, d'accord, c'est pas grave. Et qui repasse outre. Vous n'avez pas envie de rigoler ce soir. Alors, outra l'eau, ça lui est permis. Ah ben, fallait nous le dire tout de suite. C'est trop sympa votre truc. Ça veut dire, quelqu'un il mange un jambon beurre, ouais. C'est permis maintenant. Quelqu'un il fait pas Shabbat, il transgresse une fois Shabbat, c'est permis. Quelqu'un, je sais pas quoi, il zigouille le Chazeshom voisin. Pourquoi j'ai pas dit Chazeshom avant? Bon, je le dis pour tout. C'est permis, d'accord? C'est-à-dire, quand quelqu'un il transgresse une fois, comme on dit, une fois ça passe, 2 fois je sais pas quoi. S'il refait, comme ça, s'il refait, alors outralo, ça lui est permis, ça devient permis. Ça vous choque ou pas? Oui. Ouf.
Qui a dit oui? Thomas, il y en a qu'un qui suit. Non, vous n'êtes pas choqués, vous. Il n'y a que Thomas. Ok. Alors, tout le monde est choqué. C'est pas possible. Alors la Gemara, elle demande. Elle dit, Outra lo salkadatar. Est-ce que tu crois vraiment que ça lui est permis? Non, bien sûr que ça lui est pas permis. Mais maintenant, dans son référentiel, dans son monde à lui, c'est permis. Ça veut dire que maintenant, pour lui, c'est permis. C'est très bien que c'est interdit. Il sait très bien que c'est interdit. Je veux dire, voilà. Attention, il n'y a pas de jugement. Chacun, il a son niveau. Moi aussi, j'ai fait tchouva. Chacun, il sait. Il y a des... Personne n'est pas fait. Mais quand quelqu'un, il sait, c'est pas parce qu'il a craqué sur manger pas cachère une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, qu'il pense réellement, sincèrement, que c'est permis. Évidemment qu'il sait qu'il doit manger cachère. Et pareil pour toutes les halachot, pour toutes les lois. Alors, ça veut dire quoi que d'après lui, il est permis? Alors, le Rav Friedlander, il explique comme ça. Il dit, dans Siftei Chaim, il dit, chacun d'entre nous, il a ce qui s'appelle son matzpoun. Oui, matzpoun, c'est une cuillère. Spoon, non, rien à voir. Matzpoun. Matzpoun, safoun, ça vous dit quelque chose? Oui. C'est quoi de safoun? Bravo, Chaya, à Pessar, la ficomane, d'accord? On la cache, c'est ce qui est caché. Chacun, il a en lui son fond intérieur. Et ça s'appelle matzpoun en hébreu. On n'a pas attendu Freud pour... c'est le contraire, oui. Pour savoir qui est l'inconscient, le subconscient. Il y a le fond intérieur de la personne. Quelqu'un, il a une construction intérieure, il a une pnimiout, une intériorité. Et lorsque, la première fois de sa vie, il va faire une boulette qu'il n'a jamais fait, d'accord? Eh bien, je ne sais pas si vous vous souvenez des premières boulettes, dans chaque catégorie, hein, eh bien, il sent quelque chose physique. Il sent, on appelle ça en pro une inhibition de l'action. C'est ça que tu voulais dire? Ouais, alors là, c'est dans le... Ouais. Inhibition de l'action. C'est-à-dire, il a envie de faire une bêtise, ses copains l'entraînent, il truc, viens, ça va être génial, vas-y, fume ça, un truc, je sais pas, bois encore une... etc. On va dans cet endroit-là, etc. On va faire ça, on va... non, regarde la voiture, on va là, un truc, ça, je sais pas, toutes les bêtises. La première fois qu'il fait une bêtise, alors je parle là dans des choses, brigandage, enfin truc, pareil dans la Torah, c'est quelqu'un, évidemment, il a déjà... on parle de quelqu'un qui a déjà acquis ça, à la base, hein, parce que sinon, quand quelqu'un il grandit en dehors de la Torah, il ne sait pas. Quelqu'un, il a grandi, il ne savait pas qu'il y avait Shabbat. Moi, je ne savais pas que ça existait Shabbat quand j'étais petit. Je ne savais pas du tout que ça existait. Donc, quand je ne faisais pas Shabbat, je ne sentais rien. Okay, mais par contre, c'est vrai que je savais qu'il ne fallait pas manger du koch. Ouais, du koch. Eh ben, c'est vrai que au début, mais après, bon, quand j'ai un âge de conscience. D'ailleurs, après, quand j'étais adolescent, à un moment, j'ai dit j'arrête. J'arrête parce que j'allais au Talmud Torah, et au Talmud Torah, Moré Amar, Alav Shalom, il disait quoi, tu manges du coach et tout. Voilà. Donc, voilà. Mais une fois que j'ai remangé un peu, une fois, deux fois, trois fois, après ça y est. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, quelqu'un, il a cette conscience intérieure. Quand il passe une barrière, il y a un phénomène physique. Il le sent, il a les jambes qui tremblent, il a une hésitation, il est truc, et des fois, il n'y va pas. Mais s'il y va, une fois, deux fois, eh ben, il tue, comme ça, il tue sa conscience. Il va enlever ce sentiment intérieur. Ça veut dire que cette résistance intérieure, qui est positive, qui est le vrai qui est en lui, qui vient de cette neshama, et qui vient de son éducation, de son background et tout, eh bien, Chazé Shalom, quelqu'un, il peut petit à petit l'atténuer, l'emprisonner, la limiter, l'amoindrir. Et donc, c'est ça qu'on dit, que Ravuna dit, ben, ça lui est permis maintenant. C'est pas que ça lui est permis par la Torah, lui aussi, c'est très bien que c'est interdit, mais il n'a plus conscience. Il n'a plus conscience et maintenant, il fait ça tranquillement. Hein. En vous parlant de ça, je me suis souvenu d'un cas, d'un jeune homme que je connais très bien, c'est pas moi, mais très proche. Il n'a pas grandi dans la Torah, lui aussi, il a fait tchouva. Mais après, il a fait une belle tchouva, et il faisait Shabbat, Rosh Hashanah, Yom Kippour, il est parti à l'Eshiva en Eretz, il allait faire la tefila au Kotel honnête, il kiffait la spiritualité et tout. Et puis, le Tzera est toujours là, il ne nous laissera jamais. Hein. C'est comme ça, sinon il n'y a pas de challenge. Jamais on est tranquille, il y aura toujours un challenge. Et après, il a reperdu tout ça. Il a reperdu, et il est revenu en France. Et il m'a raconté que le premier Rosh Hashanah, après sa chute spirituelle, le premier Rosh Hashanah, il devait aller en mobilette avec un copain, et il était derrière la mobilette. Il a dit, j'ai eu peur pendant tout le trajet. Je dis, on va mourir. Il dit, j'étais pas... C'est-à-dire, bon, après, ça se traduit comme ci, ça se traduit comme ça. Il dit, j'avais qu'une hâte. J'avais presque envie de lui dire, stop, arrête, je continue à pied.
C'était physique. C'était physique. Pourquoi? Mais après, après, il s'est habitué. Et puis, même Kippour s'est passé comme ça. Et Soukot et tout. Bon, Hachem, il a reconstruit son intériorité. Il a refait Tchouva. Il a une grande famille maintenant. Voilà, c'est fini. Donc voilà, ça c'est comme ça. Alors évidemment, hélas, il n'y a pas que par l'expérience active que quelqu'un peut casser ses inhibitions. Surtout de nos jours, il y a par l'expérience virtuelle. Ça veut dire que le virtuel. Alors, le jeu de mots de ouf. Elle, c'est la divinité. C'est que les gens, ils vont voir des trucs. Par exemple, quelqu'un, je m'excuse, je vise personne, il n'y a pas de jugement et tout. Hein. Un garçon, il est tranquille. Bon, après, on a les hormones, les trucs, etc., c'est normal, mais il n'a jamais, on va dire, je vais dire les choses un peu simplement, hein, il n'a jamais approché une fille trop près, d'accord? Et donc, il a une inhibition. Et quand il approche une fille, il devient rouge, il transpire, il truc. Voilà, d'accord. Vous vous souvenez, les garçons, quand vous étiez comme ça là? Moi, je me souviens quand j'étais comme ça, quand j'étais adolescent. Tout petit, mais on a connu ça. Je ne sais pas chez les filles si vous avez connu ça. Voilà. Voilà. Et donc voilà, il a ça. Maintenant, imaginez ce garçon. Il va pas passer à l'action, mais simplement, il va regarder des vidéos. Des médias. Il va regarder des photos, il va regarder des vidéos, des trucs. Et bien, sans avoir rien fait, il va réussir maintenant à approcher une fille comme il ne faut pas, évidemment, on a compris, et il ne va rien sentir, parce qu'il a tué son truc en virtuel. Et ça peut aller très loin. Les psychologues ont essayé de faire des analyses pour voir est-ce qu'il y a une corrélation entre la criminalité et les gens qui jouent aux jeux vidéo, par exemple. Je me souviens encore de ce cas, de 2 types, Hashem Ishmor, qui ont tué un jogger à New York, et ils ont dit, parce qu'on jouait sur des jeux, je sais pas, comme ça c'est sorti dans les articles, hein, je ne suis pas allé vérifier, mais on jouait sur des jeux, et on a voulu voir comment ça fait en vrai. Okay. Ils ont pris un type dans le parc là, de Central Park, et ils ont tué un type pour voir ce que ça fait, en vrai, d'accord? Bon, ça va me dire, attendez, là, c'est bon, vous exagérez, je veux dire, on va pas faire... Voilà. Mais en tout cas, il y a une inhibition qui est brisé même simplement par le visuel, ou même des fois, ça peut même être beaucoup plus simple que ça, beaucoup plus fin que ça. Ça veut dire quelqu'un, lui, pour moi, à mon époque, où il y avait que la télévision en noir et blanc, une chaîne de 18h à 20h, donc on ne voit rien. Les affiches, c'est interdit, tout est interdit, donc on ne voit rien. Mais simplement, moi, j'ai un copain qui, lui, les filles, c'est... Ouais, attire l'arigot. Et je le fréquente. Eh ben, il va m'enlever mon inhibition. Il va me coacher finalement. Vous voyez, par influence. C'est une bonne chose, non? Comment? Si c'est pour se marier, oui, mais si c'est pour faire des bêtises, non. Pardon. Tu vois, ça veut dire, même, voilà, nous, on n'a plus besoin de fréquenter quelqu'un, on regarde sur un écran. Mais ça peut se faire aussi par fréquentation. Quelqu'un, il était clean sur tel domaine, et il y a son copain qui n'est pas clean, donc il va, effectivement, comment on appelle ça, l'initier, il va le quoi? Désinhiber, effectivement, voilà, d'accord. Donc maintenant, comment? Ah voilà, alors maintenant, nous, ce qui va nous intéresser, c'est comment reconstruire ça. Hein, parce que tous ces modes de destruction, on les connaît, enfin bon, on n'est pas toujours conscient et on ne fait pas toujours attention, mais voilà. Comment casser la chaîne? Comment casser la chaîne? Alors ici, c'est ce qu'il nous dit. Il dit, il faut savoir, comme on vient de dire avant, Avera, Goreret, Avera, Misva, Goreret, Misva. Une Misva entraîne une Misva. Une Avera entraîne une Misva. Il y a un cercle virtueux où il y a un cercle vicieux. Quand je fais une action, moi j'ai cette... même si je le sais, mais j'ai l'impression que mon action, elle est isolée. Genre, je fais A. On va dire, je fais tout le temps des A. Oui, vous allez comprendre ce que je veux dire. Non, tu ne fais pas tout le temps des A. Tu fais des M ou des N. C'est quoi la différence? C'est quand tu fais un M, tu fais un M parce qu'il y a eu A, B, C, D, E, F, G. Ouais, je connais mon alphabet par cœur. Tu connais? C'est pour ça que tu es arrivé à M. Si tu n'avais pas fait... C'est quoi avant M déjà? L, ouais. Si tu n'avais pas fait L, tu n'aurais pas fait M. Il faut commencer par A, mon chéri. Après, tu passes à B, à C. Alors, je parle dans les bêtises, mais c'est aussi dans les bonnes choses. Il y a des processus. Une action, elle n'est pas isolée. Ton action, elle va dépendre de toutes tes actions que tu as fait avant.
et elle va influencer les actions que tu vas faire après. Donc ça se traduit par quoi? Il dit par exemple, textuellement, il dit « Lorsque je fais quelque chose de bien, ça me rend plus facile maintenant de refaire quelque chose de bien ou de faire quelque chose d'encore mieux. C'est plus facile, ça va être fluide. » Et inversement pour les boulettes. Welcome. Ça c'est... voilà, donc comment maintenant, ça c'est le principe. Donc maintenant, comment je vais casser cette chaîne? Comment je vais casser cette chaîne? Alors je répète, c'est la chaîne par l'action, la chaîne par l'influence, la chaîne par les médias, par les choses que je vois, le virtuel. Comment casser ça? Déjà, évidemment, il faut essayer de limiter les sources. Donc faire attention à ce qu'on regarde, faire attention à qui on fréquente, faire attention à ce qu'on fait. Ok? Dans faire attention, nous on va surtout se concentrer sur faire attention à ce qu'on fait. Il y a des choses que moi je fais facilement. Il y a des choses que j'aime. Il y a des gens, ils aiment prier. Mais l'étude, les mises-votes, c'est pas leur truc. Il y a des gens, ils kiffent les tefilines. Ils ont un truc avec les tefilines. Comme ça, le matin, ils sont pressés, les tefilines et tout. Comme ça, c'est comme ça. Et d'autres, non. Moi, là, je vous dis la vérité, je vous fais une confidence. Les tefilines, j'ai mis des années à rentrer dans ce trip. Franchement, je dis, c'était horrible. C'était horrible. J'avais l'impression de m'attacher avec des bouts de cuir, là. Je me disais, mais t'es barjot, quoi. Je veux dire, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? D'accord, j'ai pas grandi avec ça, j'avais pas l'habitude. Je veux dire, t'es là en train de t'attacher un truc autour du bras, te mettre un boîtier noir là, mais tu fais quoi, frérot? Je veux dire, j'ai eu beaucoup de mal. Tu vois. Maintenant, après, j'ai étudié, j'ai truc, et après, Nasevé Nishma, je ressens. Maintenant, le matin, si je mets pas mes tefilines, je peux rien faire, je peux pas, je veux dire, je suis pas bien, je veux dire, je fais rien. D'accord. Donc, chacun, ça va être Shabbat, son kiff c'est Shabbat, un autre, non, c'est des montagnes, oui. Un autre, ça va être de faire du chesed, d'aider les autres, de conseiller, de donner, de trucs. Chacun son. Il y a des choses qu'on fait plus facilement que d'autres. Donc ça, déjà, ça va nous aider à casser la chaîne. Pourquoi? Parce qu'on a dit que quand tu fais une mitzvah, ça aide, ça entraîne les autres mitzvot. Donc, il y a des ponts entre toutes les mitzvot. Là, ce matin, c'est incroyable, parce que je préparais ce shiur, et bingo, YouTube m'a envoyé un short du Yenuka. D'accord? Le Rav Yenuka, vous connaissez. Il m'a envoyé un short. Paf, c'était le sujet. Comme ça, 30 secondes. Et il disait que Kibboud AVM, honorer ses parents, maman, tu m'entends? Honorer, regarde mes cours, maman. Elle va me dire, qu'est-ce que tu dis, mon fils? C'est quoi ce que tu dis? Que honorer ses parents, honorer ses amis, honorer autrui, honorer sa femme, chérie. Donc, eh bien, tout ça, ça va donner à la personne l'envie d'étudier la Torah. Ah. L'envie de faire les mitzvot. Quel rapport? Quel rapport? Ah, mais c'est comme ça, c'est ça. C'est parce que quand tu fais ces choses-là, il y a certaines choses qui vont être des sortes de portes d'entrée. Oui, c'est sûr que nous, on a souvent, on peut avoir, d'ailleurs, là, je vous le dis franchement, vous avez remarqué que je me suis trahi tout à l'heure. Comment je me suis trahi? J'ai dit quelqu'un qui transgresse Shabbat, quelqu'un qui mange pas kasher, quelqu'un qui tue son frère, chas v'shalom. Moi, j'ai pas dit avant chas v'shalom. Hein? Je me suis trahi. C'est quoi je me suis trahi? C'est que, évidemment, on sait que les mitzvot, la Torah c'est Emet, et on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il attend qu'on fasse les mitzvot. Mais forcément, on donne un poids aux relations sociales, ce qu'on appelle Ben Adam Lachaveru dans la Torah. On donne un poids. C'est comme les gens ils disent, ouais, moi les religieux, ouais, c'est ça, il fait Shabbat, il mange kasher et tout, mais après il respecte pas sa femme, il respecte pas ses parents, il vole dans son business. Donc on dit non. Et effectivement, la Torah elle-même, elle dit Derer Eretz Kadma la Torah. Que le Derer Eretz, ça veut dire les relations sociales, l'honnêteté, la droiture, le respect, etc. Ça doit être avant la Torah. Alors ça ne veut pas dire tu fais d'abord ça et quand tu auras fini, tu feras la Torah, parce que sinon, on ne va jamais faire. Mais ça veut dire qu'effectivement, une personne c'est une porte. C'est une porte, ça veut dire, nous, c'est plus facile à comprendre que respecter autrui, c'est important, que de mettre les tefilines, que de manger Shabbat et de pas manger pas kasher. Vous voyez, manger Shabbat, j'ai dit. Ouais, manger Shabbat, c'est très important aussi. Non, mais respecter Shabbat, manger kasher. Donc, c'est plus facile de réaliser les mitzvot Ben Adam Lachaveru, leur importance dans le monde social. Donc, c'est pour ça que souvent, ça va être une porte. Eh bien, c'est exactement ce qu'il dit. Il dit, tu sais, est-ce que tu es d'accord qu'il faut respecter autrui? Oui. Il faut respecter ses parents, tu es d'accord? Respecter ses femmes, tu es d'accord? Son mari aussi. Tu es d'accord? Tes enfants, tu es d'accord? Tes voisins, tu es d'accord? Alors vas-y, fais-le à fond. Et tu vas voir que ça va t'aider aussi sur Shabbat, sur Kashrut, sur la Tzniut et sur le reste.
Donc c'est ça, hein. Voilà déjà une clé pour casser la chaîne. C'est, il y a des choses que tu comprends mieux, il y a des choses que tu fais plus facilement, ben mets le paquet dessus. Et ça va t'aider dans le reste, d'accord? Ensuite, autre petite astuce pour casser la chaîne, c'est s'éviter la pression. Le Rav Friedlander lui-même, il a édité, post-mortem, il a permis d'éditer. On fait une petite pause, il y a les pizzas qui sont là. Comment on fait pause là-dessus là? Hop, merci. C'est parti. Alors, deuxième astuce. Première astuce, c'était quoi? On a dit limiter les influences, limiter les incursions extérieures, les agressions, d'accord? Le visuel, les fréquentations et l'action et les bêtises, d'accord? Limiter. Deuxième astuce, c'est mettre le paquet sur les choses qu'on fait facilement. Puisque tout est lié, il y a des choses que je fais, alors fais ce qui est bien, fais du bien. Plus tu fais du bien, moins tu as envie de faire du mal, et plus tu as de facilité pour faire du bien. Ok? Voilà, c'est la deuxième astuce. Troisième astuce, c'est éviter la pression. Ça veut dire se fixer des objectifs atteignables. Ça, c'est un principe de coaching général dans tous les domaines. On va pas, voilà, Samuel ici, professeur de piano, j'arrête pas les pubs, moi. Il va pas nous faire passer des 4 accords magiques du piano à du Berlioz, oui, ou du Beethoven. Donc, il va y aller step by step, oui. Donc, se fixer des petits objectifs sur des courtes durées. Et le Rav Friedlander lui-même, il disait qu'il prenait sur lui Blinéder pendant une semaine de faire attention à ça. Après, pendant une semaine de faire attention à ça. Pendant 3 jours, je fais attention à ça. Pendant 2 jours, de 14h à 18h, je fais attention à ça. Pourquoi? Ça casse la chaîne. Parce qu'en fait, quand on est pris dans un Yetzer Hara, comme on a dit, on a tué sa conscience sur un domaine. Heureusement, ce n'est pas général. Quelqu'un, il va tuer sa conscience sur, je sais pas moi, sur la cache-route, oui. Donc s'il se dit, allez, pendant une semaine, j'arrête les McDo, il va sortir de ce truc-là, et au moment où, après une semaine, il veut retourner au McDo, il va ressentir une petite résistance. Parce qu'il a laissé le temps, comme un peu dans le corps physique, physiologique, il a laissé les cellules se renouveler. Vous savez, quand quelqu'un se coupe, ça repousse, oui. Il a laissé le temps, il a arrêté l'intoxication par le machin, et donc il va laisser il a de nouveau, il a sa conscience qui se redéveloppe. Donc le fait... Alors maintenant, pourquoi on dit une semaine? Parce que si je dis... comment c'est le proverbe? Je ne boirai plus jamais de ton eau, là, ou je sais pas quoi, là. Fontaine, je ne boirai plus de ton eau, et que lui, il est addict à l'eau de la fontaine, c'est trop dur. Et la pression est trop forte, il ne tient pas 3 jours, et ça y est, c'est fini. Oui. Par contre, s'il se dit, pendant une semaine, je ne touche plus à ça, ça c'est jouable, ça vaut le coup. Et au bout d'une semaine, il voit que, c'est plus facile maintenant, peut-être je vais rallonger une 2e semaine. Puis tiens, une 3e, et ensuite il se retourne là et dit, mais qu'est-ce que je trouvais à ce truc-là? Et c'est magique, c'est magique. Il dit, mais je comprends même pas qu'est-ce que c'est ce truc-là. Alors attention, hein, je vous rassure quand même, il suffit qu'il retombe et c'est plus magique. Hein, je veux dire, faut pas trop se la jouer non plus, et se dire, oh, c'est bon, moi j'y vais et tout. Voilà, parce que ça, j'arrive à l'astuce suivante, c'est, moi mon Rav, il disait toujours à la Yeshiva, Rav Rismak, il disait toujours, on ne t'a pas demandé d'être un héros. Ça veut dire, va pas aller frôler le danger en te disant, je vais pas tomber. Si tu peux éviter, évite. Prends des distances. Tu sais que tu es sensible sur les pâtisseries pas cachères, alors ne passe pas à chaque fois par la rue où il y a la pâtisserie pas cachère, passe par la pâtisserie tentation. D'accord? Je veux dire, passe par la bonne rue, ne passe pas par la mauvaise. Oui? Et ainsi de suite. Tu sais que si tu vas à tel endroit ou à tel moment, alors il y a aussi le moment, parce que souvent on passe à l'endroit mais on ne pense pas au moment. Par exemple, quelqu'un veut savoir quel est le moment que préfère le Yetzer Hara. Le soir. Le soir. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, à 10h du matin, de vous taper une série Netflix? Ouais. Non, mais non, 10h du matin, t'es au boulot, t'es à la fac, tu vas courir dans le bois de Vincennes, tu fais un truc... Hein? Même les vacances, je veux dire. Mais non, c'est le... Non, je veux dire... Non, une série Netflix, c'est à 1h du matin, à minuit, je sais pas, c'est... Bon, on prend un autre exemple, alors. Moi, je sais pas... Le soir, voilà, c'est le soir, c'est le moment des dangers, d'accord? Il y a des endroits des dangers, il y a les moments des dangers. C'est le soir, Saturday Night Fever, ouais, vous connaissez? La fièvre du samedi soir, oui. Donc, hein?
C'est un film à la base, Il y a oui. aussi le- C'est un film, voilà. Donc, si je sais par exemple que c'est dangereux le soir, alors je vais pas me mettre en contact avec certaines choses le soir. Il y a des gens, il y a des garçons ou des filles, hein, je connais un garçon qui faisait ça, il rentrait de la fac et tout, il faisait ses TikTok, ses Insta, ses trucs, il faisait tous ses machins sur l'ordi, le téléphone. À 11 h du soir, il toque comme ça chez papa, maman, ouais, même à 30 ans, il n'y a pas de honte, hein. Il toque, il donne son ordinateur et son téléphone. Tiens, papa, maman, voilà. Vous allez dire, mais non, mais il faut être responsable, il faut être adulte. C'est pour casser la chaîne. C'est pour casser la chaîne. D'accord? On peut faire ça pendant une semaine. Hop, truc, voilà. Il y a des gens, vous savez que pour enlever les addictions, ils partent sur des bateaux. Il y a des bateaux comme ça sans cigarettes, oui. Alors après, il y a les malins, ils amènent les cartouches en cachette, ils les vendent très cher, ouais. Ou il y a des gens, ils vont des soirées sans téléphone, ou ils partent en vacances sans téléphone. Moi, je kiffe quand on fait les trekking, parce que ça peut permettre des fois dans les endroits où ça capte mal, on ne peut pas recharger les téléphones. Donc très vite, on les met en mode avion. Mais c'est un des kiffs du séjour, c'est ça. C'est qu'on est en mode avion, des fois ça capte plus, donc après, en pleine nuit, on laisse les gens voilà, au loup, on les laisse au loup. Voilà, là, on va s'en souvenir de cette histoire. Alors, et oui, on l'a laissé au loup avec Mazal. Mais bon, elle est là, elle est là. Ils n'ont pas voulu, les loups. Non, parce que Non, c'est... on leur a fait peur. Bianara, Mazal et Yael, je peux bien, ça se défendra. Ils se sont sauvés. Donc les garçons, faites gaffe. Alors... Voilà, donc, on évite la pression, on se met sur des timings, on évite les épreuves sur les endroits, les personnes, le moment, le timing, ok? Il y en a, je ne vais pas rentrer trop dans des détails, mais je le fais. Il y en a, par exemple, ils ne se douchent pas le soir. Ils se douchent le matin. Parce que tu te douches le matin, tchic-tchac, t'es pressé, tu vas à un truc, voilà. Doucher le soir, ça risque de se prolonger, tu pars dans des dreams et tout. Voilà. Non, tu te douches le matin, voilà. C'est ce qu'on conseillait à la yeshiva, aux garçons, douche-toi le matin, tu te douches pas le soir. Va ça au lit, c'est bon. De toute façon, il n'y a personne, donc... voilà, bon, bref. Alors... non, par exemple, quand vous êtes marié, évitez. Hein. Quand vous serez marié, non. Voilà. Ensuite, évidemment, autre conseil, comme vous le savez, la nature a horreur du vide. Plus on est occupé, moins on va chercher les bêtises. L'oisiveté, c'est, comme on dit, l'oisiveté est la mère de tous les vices. Hein, c'est marqué quelque part, ça. Ça doit venir de chez nous, on doit trouver l'équivalent. Donc, on s'occupe, on remplit le temps. Si quelqu'un, il voit les vacances, les moments, le dimanche, le truc, si on laisse la place vide, les bêtises, elles arrivent, c'est direct. Ce n'est pas les bonnes choses qui vont arriver, c'est les bêtises. Donc, on occupe, on prévoit, on se fait du planning, on se fait des projets, on remplit son... Voilà. D'ailleurs, voilà, vous pouvez remplir, il y a la boxe avec Laure, il y a l'ulpan avec Aaron, il y a le piano avec Samuel, il y a les cours tous les soirs, on remplit, voilà. Tiens, je refais encore une confession, les vieux, ils adorent raconter leur vie. Quand j'étais étudiant, j'étais à la fac de pharma. Bon. Et le soir, j'habitais chez mon père, avec mon père, et le soir, bon, c'est vraiment nul. La télévision, il y avait 3 chaînes déjà, ça commençait à être un peu... Mais c'était nul, franchement, quand je vois avec le recul, il n'y avait rien d'intéressant. Il y avait le film du dimanche soir des fois, mais franchement, il n'y a rien d'intéressant. Mais j'arrivais pas. Je rentrais le soir, et c'est la facilité. Je me mettais devant la télé, je mangeais les cacahuètes, et je truquais, et je traînais après. En plus, on mange devant la télé, d'accord? Et donc, et je perdais mes soirées. Alors, ça m'a énervé. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis inscrit au cours du soir au CNAM. Et j'ai fait comme ça, économie, gestion, machin, cours super intéressant. Alors évidemment, vous n'allez pas vous inscrire à un truc qui n'est pas intéressant, parce que sinon vous n'allez pas y aller. Oui. Vous inscrivez pas à la salle, vous allez aller 3 fois, vous n'allez pas y retourner. Il faut un truc vraiment qui vous motive, qui vous captive, d'accord? Donc, et du coup, ça y est, j'avais réglé mon problème et j'ai cassé la chaîne de la télévision. J'ai cassé la télé aussi. Voilà ce que je voulais... Oui, dernier point. C'est mettre du cœur dans ce qu'on fait. C'est un petit peu lié à la première astuce. Choisissez des choses que vous aimez. Prenez des choses que vous aimez. Cherchez. Il y a peut-être un sport que vous n'avez pas pensé, essayez d'autres sports, essayez de la musique, écouter de la musique, des lectures, des trucs. Je parle au niveau hobby, hein. Et évidemment, pareil au niveau misvot, pareil au niveau chesed, aider les autres et tout. De faire du bénévolat. On peut faire du bénévolat, voilà, Miss Amandé. Voilà. Donc, vous faites des choses comme ça
qui vont vous donner du cœur, qui vont vous donner de la joie. La joie, c'est quoi? La vraie simcha, c'est quoi? C'est que quand j'ai fait, là j'imagine que vous le soir, voilà, après une bonne soirée, on a étudié ensemble, on a partagé, on a bien mangé, etc. Je pense que quand vous sortez après, vous êtes content de votre soirée. Le lendemain, vous y repensez, vous êtes content. La preuve, vous revenez, oui. Quand par contre on fait une soirée de beuverie, de bêtises, où on fait n'importe quoi, on perd le contrôle, etc. Et que le lendemain on se réveille avec le mal de tête et tout, je veux dire, est-ce qu'on a une simcha de ça? Est-ce qu'on a une joie? Non, on n'a que du regret. Donc c'est facile de voir qu'est-ce qui procure de la joie, la simcha, et qu'est-ce qui est juste une espèce de stimulation vile comme ça et basse, d'accord, qui ne construit pas, qui n'amène rien à la personne. Moi, je ne vais pas finir sur cette phrase, c'est pas joli. On va finir sur une jolie phrase. Donc voilà, Bezrat Hashem, en plus au mois de Elul, au mois de Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, toutes les fêtes et tout le système des mitzvot de ces fêtes et l'aide d'Akadosh Baruch Hu, la proximité avec Hachem, comme on l'a dit au cours précédent, ils sont là pour nous aider justement à redresser la barre, à casser ses chaînes et à rentrer dans un processus virtueux et enlever toutes ces dépendances et enlever toutes ces choses qui nous limitent. Merci à vous, Razak. Voilà. Je vous applaudis pour votre patience.